Merci Alain Finkielkraut pour cette très provocante, très provocatrice et très belle conférence. Je passe maintenant la parole à Bernard-Henri Lévy. Eh bien, puisqu'Alain Finkielkraut a eu le courage de parler à la première personne, je vais essayer de le faire aussi et au fond de lui répondre point par point sur les principales questions qu'il a soulevées, qui m'inspirent à la fois des désaccords et où je vois aussi, comme souvent, des points d'accord. Mais les points de désaccord ne sont pas tout à fait là où peut-être vous le pensez. Première chose qui m'a frappé en l'écoutant, c'est que si je repense à ma propre venue à la France et au judaïsme, mon histoire est exactement l'inverse de la sienne. Moi, j'ai été français avant d'être juif. Je suis le fils non pas d'un survivant, mais d'un combattant, d'un Français libre, l'un de ces jeunes Français libres, juifs séfarades, héros de Monte Cassino, et qui avaient le sentiment justifié qu'ils avaient contribué à la libération de la France, et pour qui la France était une promesse absolue. Lorsque je me rappelle ma propre enfance et ma propre adolescence, je savais que j'étais juif, le judaïsme n'était pas vécu, grand Dieu non, comme une honte, mais nous n'étions pas loin, dans ma famille, de l'observation de Gershom Scholem dans sa célèbre conférence « Israël et la diaspora » de 1969. On savait un peu du passé du peuple juif, mais on ne voulait rien savoir de son avenir, ou de la phrase terrible de Heine, dans ses notes de voyage à Luc, où il disait « Le judaïsme, monsieur le docteur, je n'en voudrais pas pour mon pire ennemi, souffrance et larmes, voilà tout ce qu'il y a à en attendre. » Et donc j'étais français, j'ai appris à lire, à penser et à me tenir en ce monde à travers, je ne disais pas mes ancêtres les Gaulois, mais mes ancêtres Racine et Corneille, sûrement oui. En revanche, deuxième point, deuxième différence avec Alain, je suis venu au judaïsme après. J'ai fait retour au judaïsme, ce judaïsme dont je ne savais rien. Vous connaissez les histoires de ces retours au judaïsme et on les connaît mieux que nulle part ailleurs dans ce colloque des intellectuels juifs de langue française, puisque l'histoire en a été racontée par l'un des fondateurs de votre institution, André Neher. André Neher a raconté l'histoire de ces juifs qui reviennent au judaïsme par solidarité, c'est l'histoire de Schoenberg, se convertissant à la synagogue de la rue Copernic devant le rabbin Germain Lévy. Il raconte l'histoire de Benjamin Fondan qui, lui, revient au judaïsme au pied de l'échafaud. Il raconte l'histoire de Franz Rosenzweig, cette espèce de nuit de Pascal à l'envers, cette nuit de Kippour 1913, où il décide de se convertir au christianisme, où il décide de le faire dans l'état où le Christ était, c'est-à-dire en juif, dans une synagogue, et il en sort non pas catholique, mais juif. Il y a une infinité d'histoires des retours au judaïsme. Le mien, puisque donc la règle est de parler un peu de soi, fut un événement de pensée. Je suis venu ou revenu au judaïsme parce que dans ma carrière d'être parlant et dans ma carrière d'être essayant de penser, j'en ai eu un brûlant et radical besoin.
l'histoire familière au moins jeune d'entre vous des nouveaux philosophes, en tout cas la part que j'y ai prise, après la barbarie à visage humain, elle est impensable sans ce rapport au judaïsme et sans ce sentiment qu'un certain nombre d'empêchements de pensée, de blocages à la pensée, de points de pensée qui faisaient que l'on s'arrêtait, ne pouvaient être déverrouillés qu'à travers le recours au texte juif. Fin des années 70, pour repenser la question de l'histoire, pour penser jusqu'au bout la question du totalitarisme, pour essayer de penser à nouveau frais ce qu'il en est d'un sujet, la pensée du messianisme, par exemple, telle que je l'ai découverte avec émerveillement dans des grands textes que vous connaissez tous, a été absolument décisive. Je me souviens d'une histoire que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, très grand philosophe, j'y pense parce que Alain ou peut-être Raphaël tout à l'heure l'a cité, oui c'est Raphaël, pardon, qui est Bergson. Il y a un moment de sa vie où Bergson rencontre l'un de ses meilleurs disciples, l'un de ses meilleurs élèves, qui s'appelait Henri Serrouillat et qui était un grand spécialiste de la Kabbale et qui a écrit le grand livre en langue française sur la Kabbale. Et il y a un dialogue extraordinaire où Henri Serrouillat dit à Bergson « Votre élan vital, votre conception de la durée, cette image d'un enthousiasme dans la pensée ne sont concevables, ne pourraient aller encore plus loin, ne pourraient faire encore quelques pas de plus sur le chemin de la vérité que si vous vous penchiez ou si vous retourniez au texte du Baal Shem Tov, au grand texte de la Kabbale de Luria, qui d'une certaine manière préfigure, sans que vous le sachiez, tout en le sachant, les grands thèmes du bergsonisme. Et j'ai toujours regretté, je suis un grand admirateur de Bergson et un grand lecteur de Bergson, que Bergson n'ait pas écouté ce jour-là le conseil d'Henri Serrouillat. Donc pour moi, le judaïsme, il est venu comme un nom intense, comme une grande aventure de pensée qui arrive il y a quelques mois à l'esprit du judaïsme comme une nécessité philosophique. Alors, la question qu'a posée Alain, la troisième question, la question de la compatibilité des deux. C'est vrai que c'est une question majeure. Il y a eu plusieurs franco-judaïsmes dans notre pays, il y a eu plusieurs rencontres de la francité et du judaïsme. Et c'est une question extraordinairement épineuse. Nous avons connu, Alain et moi, un grand juif qui s'appelait Béni Lévy, et qui pensait que son retour au judaïsme, la modalité de son rapport au Talmud faisait qu'il était sommé d'oublier la culture française. Une phrase que nous avons souvent commentée avec lui dans des conversations amicales à Jérusalem. Le juif est venu pour étudier, pas pour faire de la littérature. Béni, une part de Béni, parce que je crois qu'il ne le pensait pas tout à fait, mais une part de Béni pensait que c'était soit l'un soit l'autre et que ce judaïsme revenu devait faire son deuil de la littérature française. Je crois qu'il y avait dans son geste beaucoup de choses, il y avait probablement un reste de sa jeunesse maoïste iconoclaste, il y avait quelque chose du geste, non pas de Sartre, mais du jeune Nizan, il y avait peut-être quelque chose du geste malarméen, considérant que face à la majesté, à la splendeur du livre, tout le reste, et je le revois, toute votre petite littérature, vos Flaubert, vos Proust, ça vaut rien. Il y avait tout ça. Donc quand on s'engage dans cette aventure du retour, il y a ce risque-là. Et puis il y a le risque inverse, évidemment. Il y a le risque de ces franco-juifs dont parlait Alain. Il y a le risque, par exemple, d'une très belle aventure de pensée, peu connue, qui est celle de la Revue juive. 1925, je crois, ou 26, la revue dirigée par Albert Cohen, avec des grandes signatures, Freud, Einstein, et des signatures plus
plus obscure et pas moins importante. Et cette aventure de la revue juive, elle échoue très vite, et c'est un mystère d'ailleurs pour les historiens du judaïsme, je crois, parce qu'elle a fait le choix inverse. C'est-à-dire qu'elle a pensé que le deuil devait être fait à l'envers et que dans ce couple de la francité et du judaïsme, il fallait que l'un cédât, et c'est la pensée juive qui a cédé. En gros, Albert Cohen, tout un groupe de jeunes juifs qui d'ailleurs se convertiront au catholicisme autour de lui, dans la revue juive, ont considéré que le judaïsme devait être une force d'appoint, devait être une sorte de supplément d'âme pour la culture française dont ils étaient imprégnés, et ce supplément d'âme s'est très vite étiolé. Donc il y a ces deux risques. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas choisi, et je n'ai pas choisi parce que, comme toi, Alain, j'ai eu la chance de rencontrer un homme, un maître, qui était Lévinas. Lévinas nous a appris, et m'a appris très vite, dès 1979, dans les premières conversations que j'avais avec lui, en même temps que Béni Lévy d'ailleurs, mais séparément, m'a appris plusieurs choses. J'ai le souvenir d'une conversation avec Lévinas commentant la parabole biblique et talmudique des Hébreux quittant l'Égypte chargés de leurs biens, de leurs trésors et de leurs bijoux. Voulant dire par là qu'on ne pouvait s'engager dans la voie du retour qu'à condition de ne rien céder de la culture française que mon père, héros de Monte Cassino, héros de la France libre, m'avait enseigné. Je me rappelle Lévinas commentant cela. Je me rappelle Lévinas m'expliquant, me rappelant, un jour où je lui posais cette question de la compatibilité, de la communauté de destin ou pas, Lévinas me rappelant que ce sont précisément les inventeurs des Lumières juives, Mendelssohn et d'autres, qui ont été les plus acharnés et les plus ardents à casser les reins à cette hérésie juive qui s'appelle le karaïsme et qui consiste à dire la Bible, d'accord, mais le Talmud, sûrement pas. Comme si l'engagement résolu dans les lumières du siècle, dans les savoirs de notre temps, dans les grandes littératures, loin d'être une façon de se rendre sourd au génie du judaïsme, au contraire, y rendait plus accueillante encore. Et puis, la rencontre avec Lévinas, c'est surtout la rencontre avec le philosophe français qui a dit et qui a opéré jusqu'au bout le geste qui consiste, comme il le dit dans une formule célèbre, à faire entendre en langue grecque à partir de l'hébreu, des mots, des vibrations que le grec n'aurait jamais imaginées, et inversement, faire entendre dans la langue hébreu des sons venus du grec. Donc pour moi, il y a évidemment toujours eu compatibilité et communauté de destin. Mais je voudrais ajouter encore une chose, puisque nous avons décidé, enfin tu as lancé la chose, et je le fais avec joie, de mettre cette conversation à l'heure des expériences personnelles. Cette compatibilité de la France et du judaïsme, de la littérature française et du parler juif. Au fond, je pensais en t'écoutant qu'une autre différence entre nous, c'est que je suis un juif séfarade. Alors, je suis un juif séfarade bizarre parce que je suis né en Algérie, mais je n'y ai jamais vécu. Néanmoins, je pensais en t'entendant que le monde séfarade, c'est le monde, par exemple, de ces centaines de petites écoles où l'on enseignait la pensée juive en français. Ces écoles de l'Alliance israélite universelle, fondées par Crémieux, l'homme qui défend les Juifs de Damas contre le crime supposé de crime rituel, contre le procès en crime rituel, ces écoles de l'Alliance israélite universelle, les écoles où sont allés ma mère et mon père, sont des écoles où on parlait juif en même temps qu'on parlait français.
Le monde séfarade, c'est un monde où quelques-uns des plus grands penseurs du judaïsme, je pense par exemple à Elie Ben Amozeg, qui est un grand kabbaliste et qui est aussi l'auteur de Israël et l'humanité, écrivent juifs et ô combien en français. On n'imagine pas un Haïm de Volozhin, un Gaon de Vilna ou un autre écrire en polonais ou écrire en russe ou en ukrainien. Donc il y a cela. Et puis, il y a une chose dont je me souvenais en t'écoutant. Il y avait dans ces familles juives que je n'ai pas connues, mais enfin dont j'ai nécessairement la rémanence en moi, il y avait un petit livre tout à fait extraordinaire que j'ai eu entre les mains et qui s'appelait « Les matins du samedi ». Les matins du samedi, c'était un livre écrit par un monsieur Gotcho Weil, qui était un cousin lointain, ou pas si lointain d'ailleurs, de Marcel Proust, et qui était une sorte de manuel d'éducation civique, morale et religieuse, où on parlait, où il était question à la fois, dans les mêmes chapitres, dans les mêmes pages, dans les mêmes phrases, où il était question de Racine et de Pascal, et du Talmud et de Rachi. Les matins du samedi. Petit livre, petit manuel que toutes les familles juives du monde séfarade, de l'Algérie à la Perse sans doute, à la Syrie, ont eu entre les mains. Donc je pense que je viens probablement de cela, et que pour cette raison peut-être aussi cette communauté de destin pour moi n'a jamais fait problème, mais à deux conditions. À deux conditions. Les petites écoles dont je vous parle, elles étaient fondées par l'Alliance israélite universelle. C'est-à-dire que la première condition, évidemment, à mes yeux, pour que cette communauté de destin fonctionne, pour que l'on puisse être français et juif dans le même souffle de pensée, c'est que le judaïsme dont il s'agit doit être un judaïsme universel, un judaïsme de l'autre homme, le judaïsme dont le texte nous dit qu'il consiste à croire que chaque verset de la Torah doit être lu comme s'il avait 70 visages, c'est-à-dire comme si toutes les nations, tous les humains y trouvaient, à travers la lecture du juif, leur visage et leur vérité. Donc, ma petite nuance, mais ce n'en est peut-être pas une d'ailleurs, c'est que cette communauté de destin, elle fonctionne à cette première condition, à condition que ce judaïsme soit bien le judaïsme au programme de l'Alliance israélite universelle. Puis la deuxième condition, c'est que la France soit, comme elle l'était sans doute dans ma famille, comme elle l'était sans doute pour mon père lorsqu'il allait au-delà des lignes ennemies à Monte Cassino, au plus près du piton rocheux, chercher ses camarades blessés derrière les lignes, il faut probablement que la France soit une certaine idée. Il faut probablement qu'il y ait en elle, la France, cette France à laquelle on est fidèle, cette francité, une part de rêve ou de chimère. Et par conséquent que dans le dosage très subtil entre la racine et la chimère, entre la terre et l'imaginaire, il faut probablement que la deuxième part l'emporte. Pour moi, l'une des phrases auxquelles je me suis senti le plus fidèle dans ma vie et qui m'a si souvent requis, c'est une phrase d'un grand Français, d'un grand Français libre qui s'appelait André Malraux, cette phrase que vous connaissez tous, « La France n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle l'est pour tous les hommes ». Donc, compatibilité, oui, à condition que ça ne soit pas la France de l'idéologie française, à condition que ça ne soit pas la France de Maurice Barrès, à condition que ce ne soit pas ce que mon ami Philippe Solers a appelé jadis la France moisie. À cette condition-là, bien sûr, compatibilité, communauté de destin absolue. Alors, Alain a évoqué les quelques-uns des embarras que sa double position
dans le judaïsme et dans la francité, quelques-uns des embarras dont le double lien dont il se trouve tressé, auquel ce double lien l'a exposé. On a eu souvent les mêmes ennemis. Il y en a quelques-uns qui t'ont fait l'honneur de mon inimitié et qui ne me l'ont pas réservé. Et puis il y a l'inverse. J'ai eu droit dans les dernières années à des embarras qui t'ont été épargnés. Et au fond, ils sont exactement le fruit, ils sont très, très précisément liés à ce que je viens de vous dire. Au fond, moi, il y a deux choses, me semble-t-il. J'ai comme toi beaucoup d'adversaires. Il y a un grand nombre de Français ou autres qui aimeraient me voir me taire. Mais ce qu'ils me reprochent, me semble-t-il, c'est deux choses différentes mais qui se déduisent de tout ce que je viens de dire. La première chose, je crois, j'ai commis moi 2 crimes. Tu as commis les tiens, moi je vais faire l'aveu des miens. Mon premier crime, c'est d'avoir dit souvent et d'avoir écrit un peu plus récemment. Tu as cité les frères d'Armesteter, James et Arsène. Moi, j'ai fait toute une énorme histoire du fait que, d'après James d'Armesteter, c'est sa grande découverte à la fin du XIXe siècle, c'est un juif, et pas n'importe quel juif, sans doute l'un des plus grands, c'est-à-dire Rachi, qui a inventé la langue française. C'est dans l'esprit du judaïsme, l'invention du français par Rachi, cette espèce d'écriture en caractère hébreu de la parole vive du premier français, à quoi j'ajoutais quelques autres considérations sur le fait que c'est le modèle juif, le modèle hébreu qui est à la vraie source du modèle républicain français, et pas cette espèce de fable grotesque de la République spartiate ou romaine dont les révolutionnaires français nous ont entretenus. J'y ai ajouté le crime, probablement aussi, de rappeler comment, sous l'Ancien Régime, il n'y avait pas un roi de France qui n'ait été sacré sans l'onction de David et de Salomon. Bref, j'ai essayé de donner corps, avant lui, puis un peu après lui, à la phrase que vous avez tous en mémoire d'un grand Premier ministre français qui s'appelle Manuel Valls et qui disait « La France sans les Juifs serait plus la France ». Ça, je crois que c'est un crime, en effet. Et ça vaut à ceux qui le commettent, et à moi qui ai tenté, avec mes moyens, de l'orchestrer, une inimitié tenace. Alors moi, c'était pas une nuit debout, c'était une manifestation boulevard Saint-Germain à Paris, un peu plus tôt, de militants d'extrême droite, de fascistes français, réclamant en particulier la confiscation de mes biens. C'est disponible sur YouTube. Et puis j'ai commis probablement un deuxième crime. C'est d'avoir essayé à de nombreuses reprises, et au fond toute ma vie, de parler politique en français et en juif. J'ai fait une déclaration il y a 3 ou 4 ans qui est probablement la pièce la plus lourde de mon dossier. Je l'ai faite devant les amis du CRIF et je la regrette pas. On me demandait ce jour-là qu'est-ce que j'étais allé faire dans la galère libyenne, la guerre de Libye. Et j'avais répondu que j'avais fait tout ce que j'avais fait, je m'étais dépensé sans compter, par amour des droits de l'homme et du peuple de Benghazi au bord d'être massacré, mais j'avais dit que je l'avais fait aussi en tant que Français et en tant que Juif. Cette idée-là, qui est au fond le prolongement d'une parole de notre ami commun Jean-Claude Milner, si j'y réfléchis bien. Jean-Claude Milner dit souvent que la France, le français, a été la langue du politique, la langue par excellence du politique, mais que cette langue est exténuée, que cette langue est devenue une langue morte. Il me semble que ce que j'ai essayé de faire et qui me vaut
cette place aujourd'hui devant vous dans cette réouverture du colloque des intellectuels juifs de langue française, j'ai essayé, tenant compte de la remarque de Milner, mais la contournant d'une certaine façon en faisant que cette langue française soit aussi une langue juive, j'ai essayé de parler politique en Libye, en Ukraine, au Kurdistan et ailleurs, en langue juive française. Je ne me résigne pas à ce que la langue française, cette langue magnifique à laquelle je suis tout autant attaché que toi, dans laquelle je suis né, je ne me résigne pas au fait qu'elle soit une langue, qu'elle serait devenue une langue morte, et je m'aperçois que la façon que j'ai eue de ne pas m'y résigner, c'est probablement d'y greffer ce souffle juif et, avec ces deux souffles conjoints, de tenter un certain nombre de gestes politiques. Alors, faire de la politique en Libye, faire de la politique en Ukraine, adresser, comme je l'ai fait il y a quelques jours, un discours à la nation kurde à partir de la double parole juive et française, c'est probablement insupportable, c'est probablement criminel, et cela m'a valu des désagréments ou des incidents sur lesquels je ne m'étendrai pas, car le temps passe. Mais voilà ma propre situation. Alors, la question de l'antisémitisme, maintenant. La question de l'antisémitisme que tu as également évoquée, cher Alain, et dont j'ai eu le sentiment que le visage nouveau t'avait pris à revers, ou t'avait en tout cas surpris. Là aussi, c'est probablement différence entre nous. Moi, je n'ai pas été surpris, je ne suis pas, rien de ce qui advient là ne me surprend. Je citais tout à l'heure ce très vieux livre, dont je sais qu'il a été l'objet d'un désaccord entre nous, mais je l'évoque donc à propos, l'idéologie française. Dans l'idéologie française, qu'est-ce que je disais au fond, sinon que la question que tu as posée, c'est celle de l'islamo-gauchisme, en gros. Alors, gauchisme ou pas gauchisme, gauche ou droite, je crois, apporter la preuve, ou j'ai tenté de l'apporter en tout cas, que c'est pas la question. Quand Maurice Barrès invente quelques-uns des énoncés de l'antisémitisme moderne dans ses grandes campagnes de députés de Nancy en 1889 et 1894, bien malin qu'il pourrait reconnaître s'il était de gauche ou de droite. Bien malin qui pourrait dire s'il se penche vraiment sur les écrits de Drummond, par exemple, s'il est de gauche ou de droite. L'une des caractéristiques de l'antisémitisme, c'est que ça balaye absolument tout cela. Et l'une des choses, je parlais tout à l'heure de Gottschow-Weil, le cousin de Marcel Proust, l'une des choses que l'on apprend quand on lit Marcel Proust, quand on lit La recherche du temps perdu, c'est que l'antisémitisme infectait jusqu'au camp de Dreyfusard. Les salons de Dreyfusard étaient eux-mêmes le théâtre d'un affrontement, d'une dispute, d'une querelle sur cette question du non-juif et de ce qu'il peut bien signifier. Donc ce qui se passe aujourd'hui est absolument dans la logique des choses. Ça t'est tombé dessus, comme à moi. Mais enfin, c'est pas tombé du ciel, c'est tombé de l'histoire des idées. Quant à l'islam, là aussi, je veux bien qu'on soit surpris, mais enfin, tous les historiens du monde arabe savent que la vraie maladie de l'islam, en tout cas l'une de ces maladies, il n'y a pas que celle-là, il y a une maladie du culte, du texte probablement, mais il y a aussi une maladie politique, qui vient du fait que l'islam a été, les pays à majorité musulmane, ont été comme tout le reste du monde, dans les années 20 et dans les années 30, happés par le grand trou noir de la révolution nazie, que alors que tous les autres pays du monde en prenaient acte en 1945, en faisaient le deuil et opéraient plus ou moins bien le travail de mémoire, le seul endroit du monde où ce travail de mémoire n'a pas eu lieu parce que la chose n'a pas été supposée avoir advenu, c'est le monde du parti Baas syrien, du parti Baas irakien, de la Palestine et du grand mufti Husseini, et des frères musulmans.
le cadavre dans le placard de l'islam aujourd'hui, qui est une des explications politiques, pas religieuses. Il y a aussi un débat, bien entendu, sur les textes qu'il convient d'avoir. Mais l'un des cadavres dans le placard de l'islam d'aujourd'hui, c'est ce refoulé, cet impensé, ce non mémorié nazisme à l'œuvre dans toute cette partie du monde, et pas seulement le monde musulman arabe. J'ai rencontré la même chose en Afghanistan ou au Pakistan dans quelques-unes de mes pérégrinations. Donc cet antisémitisme, il est là. Il est d'une certaine manière logique, et la vraie question, c'est de savoir en effet qu'est-ce qu'on fait contre et comment on le combat. Ma thèse, tu la connais, et vous la connaissez, et je n'y insisterai pas. On le combat, en gros, en étant plus fort que lui. En étant plus fort que lui. Voilà, moi c'est ma doctrine. Si quelqu'un doit quitter la France, c'est pas moi, c'est eux. Si quelqu'un doit céder le terrain, c'est pas les enfants des Français libres de Monte Cassino ou les descendants des Juifs de Troyes qui ont fondé la langue française, mais c'est les illettrés et les abrutis de ce néo-antisémitisme. C'est ma conviction la plus profonde. Enfin, dernier point, parce que c'est le cœur probablement de notre dialogue, mais ça je crois qu'il faudra l'évoquer ailleurs, parce que nous n'en avons peut-être plus le temps. La question autour de laquelle Alain a tourné depuis pendant son intervention et autour de laquelle qui est l'objet de sa réflexion depuis quelques années, la question de l'identité. Le vrai désaccord, me semble-t-il, entre nous, celui qu'il faudrait creuser, celui qu'il faudrait fouiller, le désaccord philosophique, il porte sur cette affaire d'identité. Nous avons le même âge, tu as dit que tu étais né en 49, moi je suis né en 48, on se croise depuis la nuit des temps, et on est, toi comme moi, les enfants d'une époque de la pensée qui a déconstruit, qui a effondé la notion même d'identité, sous toutes ses formes. Les identités de race, ça c'est très bien, les identités de sexe, bien souvent, les identités d'âge, les identités de classe, et puis les identités nationales. Ça c'est le socle sur lequel nous avons, Alain Finkielkraut et moi, grandi, le socle de pensée qui nous a fait advenir à l'âge d'homme, c'est celui-là. Ce qu'on appelle aux États-Unis la French Theory, dont la pointe était dans cet effondrement de la notion d'identité. Alors évidemment, cette déconstruction de la notion d'identité, elle procure à quiconque à qui il est donné d'en être le témoin, bien sûr des sentiments mêlés. Et inévitablement, un sentiment, dans certains cas, de vertige. Je vous disais à l'instant que le fait que les identités raciales aient été déconsidérées par la pensée me semble être une extraordinaire nouvelle. Le fait, par contre, que les identités sexuelles tendent à s'estomper et à passer d'identités extensives à des identités plus intensives, je suis beaucoup plus réservé. Et donc, il y a, et je crois que c'est l'honnêteté de le reconnaître, on ne peut pas ne pas être saisi de perplexité au moins et de vertige au plus face à cette dissolution ou cette tentative de dissolution moderne, c'est ça la modernité, des identités. Tu aimes citer Lévi-Strauss, il y a 2 petits textes de Lévi-Strauss, Race et Histoire, à la fin des années 50 me semble-t-il, mais je ne suis pas sûr, et 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, Race et Culture, où on voit exactement passer la pensée de cette espèce de soulagement de voir s'alléger le poids identitaire à l'effroi, de voir ces identités disparaître. Et je crois qu'il n'y a pas un intellectuel français, juif ou autre, qui puisse ne pas partager cet effroi. Malgré cela, et c'est là peut-être le vrai point sur lequel il faudra que nous redébattions, malgré cela, je continue, en ce qui me concerne, je continue de penser qu'il y a dans ce geste moderne, dans ce geste déconstructeur des identités,
quelque chose qu'il ne faut pas liquider et à partir de quoi on ne peut pas ne pas recommencer de penser. Je reprends les noms que tu as évoqués. Tu as évoqué Sartre. Je suis de ceux qui pensent qu'il y a, dans la façon qu'avait Sartre de prétendre qu'il ne croyait pas à l'inconscient, de refuser toute espèce de cohérence avec soi-même, de perdre ses manuscrits, de prétendre qu'il n'avait pas de vraie subjectivité, qu'il n'était rien qu'une espèce de point aveugle, sorte d'émetteur de gestes ou d'intentionnalité, quelque chose de beau et qui a produit quelques-uns des plus beaux textes de la littérature du XXe siècle. Tu as cité Foucault. Je te rappelle les premiers mots, ou presque, de l'archéologie du savoir. Ne me demandez pas qui je suis et ne me demandez pas de rester celui que vous croyez. Les derniers mots des mots et les choses, le visage de l'homme, mais aussi bien du sujet qui s'efface comme un visage de sable à la limite de la mer. Le Michel Foucault, alors pour le coup, qui a été le premier à s'intéresser à ces histoires de dissolution des genres, avec son petit livre sur Herculine Barbin, qui est la première histoire sur ces histoires de queer et de transgenre. Ce Michel Foucault-là, s'intéressant davantage à ce qu'il va être qu'à ce qu'il est, s'intéressant davantage à l'aventure de sa propre subjectivation qu'à une espèce de subjectivité identitaire et assise, celui-là me passionne et je continue de croire que sans lui, je ne penserai pas. Il y a un troisième nom que tu n'as pas cité, mais j'aurais pu le faire. C'est le nom d'Adorno. Adorno, tu le sais, dans le texte même, le petit livre Prisme, où il y a la fameuse phrase sur l'impossibilité de faire de la poésie après Auschwitz, il y a cette autre phrase où Adorno parle de faire réparation historique à tout ce que l'identité, à tout ce que le goût, le culte ou la manie de l'identité a forclos. Le combat d'Adorno, c'était un combat de réparation historique pour le divers, pour l'inachevé dans l'ordre des œuvres de l'esprit, pour le fragment dans l'ordre des œuvres littéraires, et pour la pure singularité dans l'ordre des subjectivités en tant qu'elles sont rangées dans des espèces ou des genres. Ce geste d'Adorno, je crois là aussi qu'il serait très imprudent d'en faire litière. Et puis, il y a un quatrième nom que je ne peux pas ne pas évoquer pour finir, puisque c'est lui qui nous a rassemblés, Alain Finkielkraut et moi, et que nous l'avons l'un et l'autre déjà plusieurs fois nommé, c'est le nom d'Emmanuel Lévinas. Qu'est-ce que c'est que le geste philosophique d'Emmanuel Lévinas? Cette façon de faire penser l'hébreu dans le grec et le grec dans l'hébreu. Cette façon de travailler sur Heidegger et Husserl et de travailler sur le Maharal de Prague. C'est quoi ce geste-là, ce geste lévinassien? C'est d'abord mettre, comme il le dit, l'éthique à la place de l'ontologie. C'est ensuite, lorsqu'il s'installe à l'intérieur de l'éthique, c'est de mettre l'autre à la place de soi. Après vous, l'humanisme de l'autre homme. Et puis c'est enfin, quand il s'installe en soi, justement de ne pas s'y installer, mais de l'excentrer, de le dépulper et de s'expatrier de soi. Là aussi, c'est un geste moderne, c'est un geste qui participe de cette déconstruction du discours identitaire, et c'est un geste qui nous a fait, Alain Finkielkraut comme moi, puissamment penser et auquel je reste pour ma part fidèle. Et puis, peut-être un dernier point encore, et là je crois que le débat sera balisé, je crois qu'on aura les repères comme en trigonométrie de ce qui fait que depuis tant d'années nous avons ensemble ce différend souvent silencieux, pour cause peut-être d'estime réciproque ou d'ennemis partagés, je ne sais pas. Il y a un penseur grec dont on ne sait pas grand-chose, sinon que, à travers le témoignage de Diogène Laërce, on sait que c'était sans doute l'un des plus grands,
un équivalent de Platon et Aristote qui s'appelle Épicharme. Épicharme, grand penseur grec, cité dans la métaphysique d'Aristote, cité par Diogène Laërce, dont l'œuvre s'est perdue. Mais on sait qu'Épicharme est l'auteur d'un paradoxe aussi célèbre ou presque que le paradoxe de Zénon, qui est le paradoxe de l'identité. C'est le paradoxe, et Diogène Laërce raconte ça, qui consiste à dire j'ai invité monsieur Untel à venir me rendre visite, mais comme le temps passe, comme on n'est jamais identique à soi-même, comme on est toujours autre que soi, comme on est toujours, comme dira dans 25 siècles Michel Foucault, ce que l'on devient davantage que ce que l'on fut, celui qui va venir frapper à ma porte en me disant je suis là n'est pas le même que celui que j'ai convié, et par conséquent je ne le recevrai pas. Il y avait, paraît-il, dans Épicharme, une méditation sur la dette. Celui qui m'a emprunté de l'argent va m'objecter de manière tout à fait raisonnable qu'il n'était pas le même que celui à qui je vais réclamer sa dette et qu'il est par conséquent fondé à ne pas me la rembourser. Et puis, il y a quelque chose qui va t'intéresser évidemment davantage, parce que là c'est très sérieux, il y a l'histoire de la galère sacrée de Délos, la galère de Thésée, dont Épicharme aurait dit, encore une fois, aurait dit qu'elle est elle-même une espèce de trou noir de la connaissance, parce que, au fil des siècles, disait-il, la galère sacrée de Thésée, la galère de Délos, on en a changé une planche, et puis une autre, et puis le gouvernail, et puis la voilure, et puis on continue de l'appeler la galère de Thésée, sauf qu'il n'en reste aucune pièce, sauf qu'elle n'a pas de fond, sauf que sa substance a changé, sauf qu'elle n'a pas de souche. La souche de la galère de Thésée, de la galère sacrée de Délos, est une fiction, une hypothèse de l'esprit, mais sans substrat dans le réel. Et apparemment, je crois, cette méditation de ce grec, monsieur Épicharme, sur la galère de Thésée, elle était destinée à intervenir dans le débat qui avait lieu à l'époque entre les cités grecques et entre les patriotismes nobles, grands, justifiés, quand c'est des patriotismes de la liberté, de chacune de ces cités. Mais certainement moins nobles, moins grands et beaucoup moins justifiés lorsque ce sont des patriotismes d'exclusion et ainsi de suite. Et cette déconstruction-là aussi de l'identité, cette idée que l'identité, oui, mais une identité paradoxale, une identité fracturée, une identité peut-être tragique, ça c'est, me semble-t-il, un acquis de la modernité tout à fait essentiel et auquel, pour ce qui me concerne, en tout cas, je n'entends pas renoncer. Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy. Je vais donner tout de suite la parole à Alain Finkielkraut, s'il veut réagir sur cette question de l'identité. Je crois que beaucoup de choses ont été dites. La divergence est claire, donc je ne suis pas sûr que je puisse ajouter quelque chose. Peut-être une précision. L'identité dont je parle, ce n'est pas, si vous voulez, une réalité substantielle et qui nous contraindrait à une sorte de répétition qui nous figerait dans une totalité collective, compacte. Et l'identité à laquelle je me réfère, c'est ce que nous sommes en train de perdre. C'est ce que nous sommes en train de perdre. La France tente à devenir une société post-nationale et elle dilapide son héritage. Et l'identité, ce sont un certain nombre de choses, ce sont des œuvres, ce sont des paysages, et ces œuvres, nous y sommes de moins en moins attachés, et cette langue, qui est quand même une langue particulière, quand bien même on pourrait exprimer en elle des choses, disons qu'on pourrait, à partir d'elle et en elle, déployer des discours à vocation universelle, cette langue s'appauvrit,
se rabougrit tous les jours. On dit que le concept d'identité est rabougri. Moi, je vois que la langue se rabougrit et je vois à cet égard qu'il arrive quelque chose de grave à l'identité française. Et Bernard-Henri Lévy parlait de cette grande déconstruction des années 70, dont nous sommes en effet, pour le meilleur et pour le pire, les héritiers. Mais je remarque quelque chose. À cette époque, l'identité n'avait pas bonne presse. On laissait un peu tranquille l'identité juive. Ça n'a pas duré. On laissait un peu tranquille. Mais ce qui accompagnait la critique, la déconstruction de toutes les identités, c'est quand même un concept dont on a gardé le souvenir, qui est celui de droit à la différence. Oui, la différence, c'est l'identité des autres. Droit à la différence. Et moi, j'en suis venu à défendre non pas seulement les valeurs universelles dont la France serait porteuse, mais une certaine singularité française, notamment au moment de la grande bataille pour la laïcité. 1989, le collège de Creil, trois élèves veulent entrer en classe revêtus du voile islamique. Le règlement intérieur qu'elles avaient signé spécifiait qu'elles avaient le droit de le porter dans la cour de récréation, mais pas dans la classe. Le principal du collège de Creil décide donc leur expulsion temporaire. Vous vous souvenez, l'affaire a fait énormément de bruit. Elle a divisé, d'ailleurs, je me souviens, le colloque des intellectuels juifs. Nous avons eu des affrontements très très sévères à l'intérieur du colloque. Il a failli vaciller parce qu'avec d'autres, Elisabeth de Fontenay notamment, j'avais pris la défense de la laïcité. Et à cette époque, il y avait comme une sorte d'alliance des religions. Des juifs, les catholiques, des protestants, ils soutenaient la revendication du voile parce que les uns et les autres pensaient que cette laïcité soudain agressive allait se dresser contre tous les accommodements que les autres religions avaient pu obtenir. Donc, la bataille a été très rude, mais je défendais à cette époque la laïcité en tant que valeur républicaine, en tant que principe universel. Ah oui, principe universel. Bon. Puis, force m'a été de constater que la France était très seule dans cette bataille, que les autres pays occidentaux, non moins sécularisés que la France, regardaient et regardent encore ce genre de mesures comme liberticides. La loi qui est intervenue en 2004, très longtemps après donc l'affaire de Creil, interdisant les signes religieux ostensibles à l'école, a été très critiquée dans le monde anglo-saxon, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, dans certains pays nordiques, en Pologne aussi, et pas par les catholiques, par le journal Gazeta, le journal de la dissidence, la France, pays des droits de l'homme, qui trahit sa vocation. Nous insultons les libertés. Donc la laïcité, soudain, pour moi, est redevenue française. Non pas la laïcité en général, mais il y en avait une forme spécifique. Comment se fait-il que nous soyons aussi sensibles à ce sujet-là? Qu'est-ce que ça révèle de notre histoire et du rapport, du commerce entre les sexes tel qu'il a été pensé, vécu et transmis dans l'histoire française? C'est là que j'ai lu le livre de Claude Habib, Galanterie française, qui émet l'hypothèse
qui dit ceci: nous avons en France une tradition de visibilité heureuse du féminin, le rapport entre les sexes, pour nous, ne peut pas se régler par la séparation. D'où la sensibilité particulière qui est la nôtre. Cette hypothèse vaut ce qu'elle vaut. Elle est intéressante, elle est confirmée par aussi le livre d'une très grande érudite italienne, Benedetta Craveri, L'âge de la conversation, et les ouvrages de Marc Fumaroli, le rôle des femmes dans la société française. Certes, le droit de vote a été obtenu très tard en France, mais les femmes dans la haute société française, celles qui donnaient le là, étaient au cœur des choses. La conversation, c'était l'empire des femmes. Donc tout cela, effectivement, est une tradition qui différencie la France des autres pays européens, des autres pays laïcs. Et donc j'en suis venu à découvrir l'identité française sous la forme justement du droit à la différence. Ainsi sommes-nous, et nous avons le droit de rester comme nous sommes. Et nous avons le droit de proposer, voire d'imposer cette forme de vie, ce mode d'être à ceux qui viennent sous notre sol, sur notre sol. Là, la phrase de Lévinas, moi, qui m'importe le plus sur cette question de l'identité, pour justement dissiper tous les malentendus et toutes les associations qu'on pourrait faire avec les tenants d'une identité exclusive, c'est ce moment où Lévinas dit « La France est un pays auquel on peut s'attacher autant par le cœur et par l'esprit que par les racines. Mais par le cœur et par l'esprit, on s'attache, encore une fois, pas simplement à des valeurs universelles, mais à un pays spécifique. » Et voilà, et c'est cet attachement que je revendique, c'est cette forme d'intégration ou d'assimilation que j'ai eu la chance de connaître, et c'est elle, aujourd'hui, qui est mise en danger parce que, encore une fois, elle est dédaignée de l'intérieur de manière extrêmement brutale. Tous ceux qui y voient déjà une forme de crispation, de rétractation sur soi, alors que nous devrions nous ouvrir à toutes les expériences, et de l'extérieur aussi, parce que dans les conditions actuelles de l'immigration, l'intégration est en crise et il y a des lieux où elle devient impossible. Voilà, c'est en ce sens et en ce sens-là seulement que je parle d'identité. Merci Alain Finkielkraut. Je donne tout de suite la parole à Bernard-Henri Lévy. Bon, eh bien, dans ce cas, le désaccord est résolu. Il n'y en a plus sur ce point-là, en tout cas. Parce que... Non, mais ça, sérieusement. Sinon, sur les mots, ce que tu appelles différence, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le droit à la différence, c'est le droit à l'universel, ou le devoir d'universalité. C'est ça, moi, qui me passionne. Les grandes nations, qu'elles soient petites ou grandes par la géographie, qu'elles soient petites ou grandes par le nombre, c'est celles qui sont porteuses de valeurs, de principes, d'idéaux qui ont vocation à être universalisés. Et il y a des nations qui peuvent être... Là, je rentre du Kurdistan. Je suis allé défendre et présenter mon petit film « La bataille de Mossoul ». Et je suis frappé lorsque je me rends au Kurdistan, qui est une vraie nation, mais qui n'est pas un État, hélas, mais qui va bientôt l'être. C'est une toute petite nation par la taille, mais immense par l'esprit. Et la question, c'est pas la différence kurde, c'est l'universel kurde. C'est la façon dont ce peuple s'adresse à égalité aux femmes et aux hommes, à égalité au peuple de la région, au peuple du monde, et ainsi de suite. Après, ce modèle laïque et ce modèle républicain, là-dessus, il n'y a pas de question. Bien sûr qu'il faut je suis de ceux qui estiment qu'il faut le défendre sans concession, à l'intérieur et à l'extérieur. L'une des choses qui m'a vraiment le plus bouleversé sur la scène intérieure française récemment, c'est cette histoire, je sais que tu as eu les mêmes sentiments que moi, l'histoire Mehdi Mekla, ce blogueur soutenu, enfin pas soutenu, qui s'exprimait sur France Inter, ce romancier, chanté, célébré par
toute une partie de la presse branchée, les Inrecuptibles et Télérama en particulier, et dont chacun savait que sous un autre nom, sous une identité d'emprunt, il tweetait des insanités contre les homosexuels, contre les femmes et contre les juifs et contre Alain Finkielkraut précisément. La façon dont cette affaire Mecla a été tolérée, la façon dont toute une partie de la presse a su sans le dire, la façon dont on l'a excusé après, quand c'est sorti, et la façon qu'on a eu de dire qu'après tout, ça n'était rien d'autre qu'un jeu littéraire avec les hétéronymes, comme si Twitter, c'était Pessoa. Vous voyez, comme si c'était, je sais plus comment il s'appelait sur Twitter, une espèce de débile profond, comme si c'était Romain Gary et Émile Ajar. Il y a là quelque chose de profondément répugnant, une mauvaise, une terrible sécrétion du présent, contre laquelle il faut hurler de toute sa voix, comme nous l'avons fait, et l'un et l'autre. La seule chose, c'est que je crois que ce combat, cette défense du modèle français dans ce qu'il a de plus noble, parce que dans les années 70, tu dis que la question que l'heure n'était pas à l'identité, non, c'était l'époque où Gérard Miller publiait Les Pouces aux jouirs du maréchal Pétain, les années 70. C'était l'époque où Le chagrin et la pitié avaient du mal à être distribués. C'est une époque où le travail de mémoire ne voulait pas commencer. C'est une époque où Simone Veil, non pas était plongée dans l'indicible d'une expérience intransmissible, mais où la France ne voulait pas entendre Simone Veil. Alors c'est vrai que cette France-là, qui était restée pour partie figée dans ce passé, ça n'était pas cette France laïque, ouverte à la civilisation des femmes dont tu parlais. Cette civilisation-là, cette laïcité à la française, cet art français d'être laïque, c'est vrai qu'il est très minoritaire, mais c'est vrai qu'il doit être défendu. Et il doit être défendu en particulier auprès de ceux, moi c'est ce que je crois, et c'est ça que je dis lorsque je dis que la France n'est jamais si grande que lorsqu'elle l'est pour tous les hommes, et que je voudrais consacrer les années qui me restent à vivre à défendre et illustrer cela. Ce message français, ce message laïque-là, il doit être défendu aux côtés de ceux qui, même dans les pays où ça passe pas, que même dans les pays où cette laïcité est punie de mort, même dans ces pays où elle est un objet d'opprobre et de crime, il y a des femmes et des hommes qui la défendent, cette laïcité à la française. Et moi, le minuscule sens de ma modeste vie, c'est chaque fois que je le peux, d'œuvrer à cela, sur des théâtres autres que le théâtre français.